Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode qui nous emmène au Texas. Je sais, les États-Unis, par les temps qui courent, le sujet est un peu risqué, délicat, mais nous partons bel et bien pour cet État où, selon le dicton, tout est plus grand, comme l'ego d'Elon Musk qui forcément s'y est installé. Dès lors, vous avez rayé cet état de votre carte mentale. Et pour le coup, il n'a même jamais existé dans le cerveau des médias pour lesquels j'étais correspondante aux États-Unis. Oui, à un moment donné de mon parcours, je dois m'installer à Dallas pour raisons familiales. Petite mise en perspective de cette délocalisation. Au début des années 2000, quand on est français aux États-Unis, ça ne fait vraiment pas sérieux d'habiter ailleurs qu'à New York, dans le Meatpacking District ou à Tribeca. Dallas, ce sont les cow-boys, les puits de pétrole, la chirurgie plastique, et en vrai c'est tout ça. Un univers impitoyable qui fait rigoler en douce mes rédacs chefs. 20 ans plus tard, Pharrell Williams débarque chez Louis Vuitton. Et les rédacs chefs commencent à porter des boots à talons biseautés. Pharrell Williams, il est loin, très loin d'être le premier à avoir conçu une collection inspirée par les cow-boys. En fait, ils sont plusieurs à l'avoir fait. Il y a parmi eux Ralph Lauren, bien sûr, mais aussi Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld chez Chanel, la collection Métiers d'Art qui plus est, ou encore Virgil Abloh pour son label Off-White. Mais chez Pharrell, il y a cette forme de créativité qui embarque tout sur son passage. Figurez-vous qu'il existe un dénominateur commun entre le rappeur / producteur / entrepreneur / directeur artistique / bref, entre Pharrell Williams, mais aussi Billie Eilish et Arthur Rimbaud. Tombe à pic le sonnet voyelle du poète maudit. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes, qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs éditantes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Ce que décrivent les vers d'Arthur, c'est un mécanisme qui associe automatiquement dans l'esprit les sons, les couleurs et qui peut même activer le goût. Cela s'appelle la synesthésie. Qui plus est, la synesthésie est une forme de palimpseste neuronal, c'est-à-dire que les informations arrivent en feu d'artifice, l'une chassant l'autre de la mémoire. Avec un tel mode de fonctionnement, pas étonnant que le directeur artistique de Louis Vuitton, homme, ait eu envie de ranimer des tendances qui étaient léthargiques au moment où lui imagine sa collection. Ces tendances belles au bois dormant étaient la garde-robe western et le workwear, un style inspiré des vêtements de travail. Il va les associer au savoir-faire historique de Louis Vuitton. Triomphe pour le manteau à franges, la veste de camionneur ornée de fleurs du désert, les pantalons évasés sur des bottes de cow-boy faites à la main et brodées where else, au Texas. Sauf que, depuis, les élections américaines sont passées par là. À la une des journaux, des titres comme « Les cow-boys au pouvoir, enquête sur une révolution populiste » dans le Figaro Magazine ou « Trump, Mad in America » dans Courrier International. Depuis, ça ne cesse d'empirer. L'effet combiné de Trump et d'Elon Musk sur la cowboy touch,
C'est un peu comme de mettre du poil à gratter dans un cardigan en alpaga. L'option western la plus safe consiste à laisser sa Tesla au garage et à porter une chemise en popeline, une jupe en suède, la matière, pas le pays, et un ceinturon à boucles. Après tout, Ralph Lauren vient de fêter ses 85 ans. On a bien le droit de lui rendre hommage. Un mot sur l'homme qui sourit peu. Je l'ai interviewé dans ses bureaux sur Madison Avenue et franchement, il n'est pas commode. Mais dès le début de sa marque, force est de constater que Ralph Lauren prône avant tout le monde la longévité de ses créations, parce qu'elles sont conçues pour durer. Son discours, le discours de sa force de vente elle-même. Plus vous porterez cette pièce, plus vous l'apprécierez, elle ne fera que s'améliorer à l'usage. Sacré visionnaire le Ralph. Droit dans ses bottes. Et formidable philanthrope aussi, ça on le sait moins. Sur une potentielle coloration westernisante, Daniel Roseberry, le directeur artistique de Schiaparelli, ne s'est même pas posé la question du No. Yeah. No. Yeah. Pour sa collection haute couture printemps-été 2025, il est tombé en amour avec un stock de rubans des années 20, déniché chez un antiquaire. Il en a fait des volutes et des franges. Daniel est né à Plano, la banlieue chic de Dallas, qu'il a détesté c'est peu de le dire. Mais quand on grandit au milieu des propriétaires de ranch et des rois du pétrole, chassé naturel, il revient au galop. Que cela vous plaise ou non, le Texas est une terre de luxe. J'en veux pour preuve cette anecdote. Fraîchement débarqué à Dallas, je suis invitée à une wedding shower, c'est une fête de mariage avec force cadeaux et vœux de bonheur. Moi j'arrive de Paris, j'ai quitté le glam de ma vie et je suis en décalage culturel. À ma grande surprise, je découvre des femmes qui font preuve d'une connaissance affûtée des stylistes, consacrés ou émergents. La plupart de ces femmes portent des valeurs sûres, plutôt Giorgio Armani, mais certaines sont plus aventureuses. Elles partent en jet, assister aux Fashion Weeks à Paris et à Milan, et elles en profitent au passage pour étoffer leur collection privée d'œuvres de Pierre Soulages ou de Georg Baselitz. L'une des clés pour comprendre cette appétence, tout ce qu'il y a de plus sincère pour la création en général, et la mode en particulier, tient en deux mots. Neiman Marcus. Neiman Marcus est fondé par Herbert Marcus, sa sœur Carrie et l'époux de celle-ci, Mr. Neiman, en 1907 à Dallas. Je vous décris Dallas en tout début du XXe siècle. Le centre-ville est déjà imposant et plutôt réussi d'un point de vue architectural. Il faut savoir que le premier gisement de pétrole local ne sera découvert qu'en 1930. Les fortunes des pionniers, qui sont suisses ou allemands d'origine, elles se sont bâties sur le coton et les vaches. Qu'à cela ne tienne, Neiman Marcus ouvre ses portes sur un monde de raffinement. Le department store enchaîne très vite les concepts innovants. Ainsi, le premier défilé de mode en magasin, du jamais vu. Et aussi, le premier programme de fidélisation de la clientèle VIP. Le service client est exceptionnel, c'est un cas d'école, et ce, dès les années 1930. À partir des années 50, le prix Neiman Marcus attire des créateurs comme Coco Chanel et aussi plein de célébrités à l'instar de Grace Kelly, entre autres. Le magasin se transforme parfois en un espace où les robes haute couture sont exposées côte à côte avec des œuvres d'art. Et comme on n'a plus de place, les Picasso en trop sont stockés à côté des smokings dans le hangar du bâtiment. L'innovation, l'audace sont sans limite. Chaque année, Neiman Marcus propose un catalogue de Noël, le délirant Fantasy Gift Guide. C'est une sorte d'inventaire à la Prévert, enfin, un Jacques Prévert qui aurait remplacé sa casquette par un Stetson et qui aurait surtout dopé sa poésie façon Pump It Up. À titre d'exemple, le catalogue de Noël 2021 proposait un diamant en forme de cœur au nombre de carats affolant. Surtout, l'acquéreur avait en sus la possibilité d'attribuer un nom à cette merveille, nom officialisé dans la monographie du Gemological Institute of America. Autre idée cadeau, un avion au fuselage en carbone et or rose, ou encore une armure de chevalier, sur mesure, inspirée d'une pièce de musée du XVe siècle. À noter que désormais, Neiman Marcus mise de plus en plus sur les cadeaux, les expériences axées sur la durabilité, une démarche qui fait écho à son esprit pionnier d'origine. Qui dit luxe
dit horlogerie. Et la première marque à avoir eu du nez au Texas, c'est Chopard. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la famille Scheufele qui a façonné la maison Chopard à partir du rachat de la manufacture en 1963, je vous engage vivement à découvrir un destin familial hors du commun. Il est fait de flair, de résilience. C'est une vraie leçon de vie. Dès 1967, Karin et Karl Scheufele, les parents de Caroline et Karl Friedrich Scheufele, le couple se rend régulièrement aux États-Unis. C'était facile à l'époque, racontera Karl. On montait dans un avion comme dans un bus. L'un des premiers voyages du couple est à destination de Dallas. Ils arrivent tard dans la soirée. Plus une seule chambre d'hôtel n'est disponible. Ils finissent par trouver à se loger dans une sorte de bouge. Karin Scheufele n'osera même pas se défaire de ses vêtements, tant l'endroit est infâme. Elle ne fermera pas non plus l'œil de la nuit, car un match de boxe se déroule à proximité et le raffut dure jusqu'à l'aube. Exténué, anéanti par la chaleur. Le couple fait pourtant bonne figure pour rencontrer Dudley Ramsden, le grand responsable horlogerie et joaillerie de Neiman Marcus. Le rendez-vous est fixé en matinée, mais les heures s'écoulent, sans qu'on les reçoive. À 17h, les Scheufele décident de partir. Dudley Ramsden les rattrape au vol et il leur propose de faire une présentation à son domicile. Karl se souviendra de la scène. Nous avons été accueillis par Madame Ramsden et son époux, en short. J'ai disposé mes modèles sur le tapis précieux. Leur Saint-Bernard n'arrêtait pas d'aller et venir tout autour. Dudley Ramsden trouve les montres fantastiques et commande à tour de bras. Il faisait une chaleur terrible, raconte Karl Scheufele. J'étais sur le canapé, mon carnet sur les genoux, et je n'arrivais pas à écrire tant il allait vite. Il réalise ce jour-là une commande record. Un souvenir parmi tant d'autres des aventures du couple Scheufele en Amérique. L'an dernier, le groupe Neiman Marcus est rentré dans le giron de Saks Fifth Avenue qu'il a acquis pour la somme de 2,65 milliards de dollars, avec une contribution significative de la part de la compagnie Amazon. Selon le Wall Street Journal, cette fusion retentissante pourrait bien remodeler le paysage de la distribution du luxe aux États-Unis. À suivre. D'une façon générale, il y a beaucoup à reconsidérer aux USA pour les acteurs du luxe. Certains paramètres, comme les taxes, ont dessiné une donne encore imprévisible. Mais une chose est certaine, la vision bilatérale du pays, East Coast, West Coast, a fait long feu. Je vous donne un indicateur pour entériner mon propos. Après avoir annoncé l'an passé l'ouverture de 2 cafés au Japon et en Chine, Dior accueille le public depuis le 22 février 2025 au 58 Highland Park Village, à Dallas, Texas. La maison s'est associée à Dominique Crenn, première femme chef auréolée de 3 étoiles Michelin aux États-Unis. Dominique Crenn s'est inspirée des couturiers de la maison pour concevoir ses plats signatures. À la carte, on trouve son caviar d'or ou encore le consommé Miss Dior, beau comme un jardin à la française. Si l'on fait abstraction du cri de joie local, laissons-nous tenter. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles, oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram, l'horloge podcast. À bientôt!